Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Al24 News. Nous sommes le mercredi 27 avril et voici les titres de l'actualité. Nouveau camouflet pour le Marzen, les Nations Unies démentent catégoriquement les informations rapportées par des médias marocains concernant des propos attribués aux représentants de la MINURSO. Pedro Sánchez, déjà empêtré dans un scandale d'espionnage, répond aux préoccupations des parlementaires concernant la volte-face de Madrid concernant le Sahara occidental. Dans le dossier ukrainien, le géant pétrolier russe Gazprom arrête ses livraisons de gaz à la Pologne et à la Bulgarie. Et puis sport football, deuxième demi-finale allée de la Ligue des champions d'Europe. Liverpool affronte Villarreal ce soir. Nouveau camouflet donc pour le Marzen et ses relais médiatiques. Énième humiliation dans la stratégie de Rabat destinée à détourner l'opinion publique concernant le territoire du Sahara occidental qu'il occupe illégalement. Au crime à l'encontre du peuple sahraoui s'ajoutent également les mensonges. Le dernier en date émane des médias marocains. Il concerne des propos attribués au représentant de la MINURSO, Alexandre Ivanko, au sujet des agressions marocaines contre les convois civils traversant le territoire sahraoui libéré. Un fait qui a très vite fait l'objet d'un démenti des Nations Unies. Abdelkader Edrief. Mentir pour s'en sortir, pour au final s'embourber de plus belle. Ceci résume la stratégie médiatique entretenue, malgré les échecs à répétition, par le régime marocain pour détourner l'opinion publique des agressions qu'il fait subir au quotidien au peuple sahraoui démuni. L'ONU vient de formellement démentir de fausses informations colportées par des médias marocains concernant des propos attribués au représentant spécial pour le Sahara occidental et chef de la MINURSO, Alexander Ivanko, selon lesquels une prétendue frappe aérienne avait touché un convoi de véhicules du Front Polisario transportant des armements. Nous avons reçu une clarification de notre mission de maintien de la paix au Sahara occidental, la MINURSO, concernant un certain nombre de rapports dans les médias marocains suggérant que le représentant spécial Alexander Ivanko a déclaré qu'une frappe aérienne avait touché un convoi de véhicules transportant des armes pour le Front Polisario. Le représentant spécial n'a en aucun moment dit cela. La MINURSO a pu se rendre sur les lieux de l'attaque présumée du 13 avril et a trouvé 3 véhicules, 2 camions et un véhicule léger qui semblait avoir été touché par des munitions aéroportées. La MINURSO n'a pas pu confirmer de manière indépendante s'il y avait eu des victimes dans l'incident. La MINURSO n'a pas pu confirmer de manière indépendante s'il y avait eu des victimes dans l'incident et cette information a dûment été communiquée au Conseil de sécurité le 20 avril. Ce dernier mensonge émanant du Marzen vient s'ajouter à une série de fake news propagées par les médias marocains. Jeudi dernier, le porte-parole des Nations Unies, Stéphane Dujarric, avait démenti le contenu d'un article alléguant que l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, aurait applaudi en privé la récente annonce par l'Espagne concernant son revirement dans la question sahraoui. Le Maroc condamné pour torture par le Comité des Nations Unies contre la torture. Le Marzen est accusé de mauvais traitements envers les prisonniers sahraouis de Gdemizik. Parmi ces prisonniers, il y a Mohamed Bourial, sahraoui injustement emprisonné. Rabat est appelé à indemniser équitablement le détenu et à ouvrir une enquête impartiale pour juger les tortionnaires. Mohamed Amina Berkan. Situation insoutenable pour les prisonniers sahraouis qui croupissent dans les prisons marocaines depuis des années. Le Maroc, qui se croit tout permis, continue d'humilier, d'intimider et de déshumaniser les innocents sahraouis. Le jour où les forces marocaines ont démantelé sauvagement le campement de Gdemizik, qui comprenait environ 6500 tentes installées par des Sahraouis, un mois plus tôt pour protester contre les mauvaises conditions socio-économiques au Sahara occidental, occupés illégalement par le Maroc depuis 1975, les ont fait injustement emprisonner. Le Comité des Nations Unies contre la torture appelle Rabat l'ouverture d'une enquête impartiale et approfondie sur les événements en question, torture et mauvais traitements
conformément au protocole d'Istanbul pour juger les tortionnaires et les responsables de ces faits. Le comité exhorte aussi les autorités de l'occupation marocaine à s'abstenir de tout acte de pression, d'intimidation ou de représailles susceptibles de nuire à l'intégrité physique et morale du prisonnier. La Cour de cassation marocaine avait condamné, rappelons-le, en novembre 2020 définitivement tous les prisonniers de Gdeymizik à une peine allant de 20 ans à la perpétuité. Depuis, de nombreux appels ont été lancés par des organisations internationales, des militants et des activistes pro-sahraouis engagés pour la libération des détenus politiques sahraouis qui font l'objet de traitements cruels et inhumains dans les prisons marocaines. Mais on va. Rabat également derrière le changement de politique extérieure brutale de Madrid à l'égard de la question du Sahara occidental. Le chef du gouvernement espagnol en subit d'ailleurs les retombées. Suite à la demande des partis d'opposition, Pedro Sánchez a comparu aujourd'hui devant le Congrès espagnol pour s'expliquer une fois de plus sur cette volte-face. Les détails avec Safwan Ben Sabri. Après avoir perdu l'Algérie, Pedro Sánchez pourrait perdre l'Espagne. Le revirement du chef du gouvernement espagnol pourrait avoir des répercussions internes aussi grandes, voire plus que les conséquences externes. Le chef du gouvernement devra rendre des comptes devant les députés espagnols suite à l'initiative du principal parti d'opposition, Parti populaire, qui a obtenu la majorité nécessaire pour faire comparaître le Premier ministre devant le Congrès. Ainsi, la porte-parole du Parti populaire a fustigé la décision de Sánchez et a exigé de lui de s'expliquer devant le Congrès. Le Premier ministre doit rendre compte des questions dont il a discuté avec le roi du Maroc et des engagements qu'il a pris en échange de son soutien à sa proposition pour le Sahara qui a provoqué une situation complexe avec l'Algérie. Depuis son virage diplomatique, Sánchez subit des attaques de toutes parts sur le front interne par des partis traditionnellement proches de la cause du Sahara occidental, mais aussi par des partis de droite tels que Vox, qui a qualifié le revirement de Sánchez d'insulte au Parlement. Sánchez semble en très mauvaise posture. En plus des critiques subies concernant la politique extérieure, il devra s'expliquer sur le scandale d'espionnage qui secoue actuellement l'Espagne. Et pour revenir justement sur le dossier, nous avons avec nous Monsieur Bala El-Kanti. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes militant sahraoui et écrivain également. La question du Sahara occidental pourrait-elle, selon vous, coûter à Pedro Sánchez sa place de Premier ministre espagnol ? Tout est possible. La cause sahraoui est d'une grande popularité en Espagne. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on voit le Parti socialiste espagnol, quand il est dans l'opposition, parle en bien de la question sahraoui, des droits du peuple sahraoui à l'autodétermination. Mais malheureusement, quand ils arrivent au pouvoir, c'est une toute autre chose. Mais ce que Pedro Sánchez vient de commettre n'a été commis auparavant par aucun chef de l'exécutif espagnol. Le fait de prendre fait et cause, et d'une manière un peu lâche, je dirais, pour le Maroc, et qui finalement a été, la lettre a été dévoilée par le Makhzen, prouve quand même que ce Premier ministre est faible, ne sait pas où il va, ne sait pas où il mène la barque de son pays. Et on voit que, y compris des membres de son gouvernement, sans parler de l'opposition, sont en train de le harceler quotidiennement sur pas mal de questions, notamment ses relations avec l'Algérie, sa nouvelle position sur la question du Sahara occidental, mais aussi sur le scandale récent de l'espionnage de la classe politique catalane de la part du Makhzen. Etc. Donc, c'est vraiment, c'est à se demander quel crime a commis cette pauvre Espagne pour mériter un tel Premier ministre. Alors justement, Monsieur El-Kanti, le Maroc est derrière la volte-face de Madrid à l'égard du dossier sahraoui, attribuant des allégations mensongères au chef de la MINURSO, Alexandre Ivanko. Quel est votre commentaire ? Eh bien, c'est la droite ligne dans ce que le Maroc est en train
de commettre contre le peuple sahraoui, à savoir une guerre de 4e génération fondée sur la propagande, sur le mensonge, sur la falsification des faits, la déformation de faits. Et c'est une politique constante, un chapitre constant dans ce crime de persécution contre un peuple qui est le peuple sahraoui, spolié de son droit, spolié de son pays. Et l'ONU, finalement, à travers les déclarations de Stéphane Dujarric concernant les propos attribués à Stéphane de Mistura, mais aussi plus tard celui du porte-parole adjoint Farah Haq concernant l'attaque des drones marocains contre les civils marocains, ce sont des démentis qui révèlent que les Nations Unies gardent quand même une attitude plutôt positive à l'égard des mensonges et de la guerre de propagande que mène le Maroc. Les effets colportés par la presse marocaine, qui est une presse à l'ordre du Marzen, est tout de même grave et entache davantage l'image des Nations Unies. Une image qui n'a pas besoin d'être entachée davantage, car le processus onusien s'enlise depuis 40 ans dans les sables du Sahara occidental, donnant une très mauvaise réputation de cette organisation qui n'est pas capable d'organiser un référendum d'autodétermination. Et on la voit complètement mobilisée dans le cas ukrainien, voyons même, y compris le secrétaire général, prendre son bâton de pèlerin pour aller convaincre la Russie de je ne sais quoi. Alors qu'elle est au Sahara occidental, nous avons une résolution du Conseil de sécurité 380 de 1975 qui a condamné l'extension territoriale du Maroc et a invité le Maroc à se retirer au-delà des frontières qui ne lui sont pas reconnues internationalement. Et depuis cette date-là, les Nations Unies n'arrivent pas à appliquer le référendum d'autodétermination tel que stipulé dans l'accord de règlement et ayant institué la MINURSO pour ce faire. S'il vous plaît, le Maroc continue également de bafouer les droits de l'homme, vous le savez, et la question des droits de l'homme, elle tarde à être intégrée dans les prérogatives de la MINURSO. Qu'est-ce qui bloque ça, à votre avis? Ces violations graves et qui s'élèvent aux crimes de guerre et crimes contre l'humanité au Sahara occidental, quand j'étais disparu à Galat Mgouna, à Skoura et autres centres de détention secrets, donc où croupissaient plus de 800 détenus sahraouis, calculé au nombre réduit, relativement réduit de la population sahraoui, c'est le pourcentage le plus élevé au monde selon Amnesty International en concernant les disparitions forcées. C'est les violations graves et répétées au Sahara occidental et à non plus démontrer un crime contre l'humanité, car le Maroc agit en territoire qui ne lui appartient pas. Et c'est une bonne décision que celle qui a été prise par le comité contre la torture des Nations Unies en condamnant le Maroc d'avoir commis de la torture contre 3 militants sahraouis, le premier d'entre eux Asfar Nama et le dernier d'entre eux tout récemment Mohamed Bourial du groupe de Gdemizik qui sont des manifestants pacifiques sahraouis qui ont été torturés, enlevés et condamnés devant un tribunal militaire alors qu'ils étaient civils et alors que même le Maroc n'avait pas le droit en tant que puissance occupante, de les condamner devant un tribunal militaire et encore moins au Maroc. Merci beaucoup, Monsieur Belal Kanti. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes militant sahraoui et écrivain. De rien. Merci à vous. On enchaîne ce journal. Le chef du gouvernement espagnol impliqué dans une affaire d'espionnage présumé de dirigeants indépendantistes catalans, Pedro Sánchez promet de rendre des comptes devant le Parlement. Il défend la transparence de son gouvernement. Emen Merad. De graves accusations d'espionnage émises par des indépendantistes catalans à l'encontre des services de renseignement espagnols ont brutalement ravivé les tensions avec le gouvernement de gauche de Pedro Sánchez. Il s'agit d'une des plus importantes affaires d'espionnage découvertes à ce jour, qui a été baptisée Catalan Gate. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez s'est exprimé pour la première fois sur ce sujet depuis la publication la semaine dernière par un journal new-yorkais d'un rapport d'une organisation canadienne Citizen Lab, un laboratoire spécialisé dans les logiciels espions et les droits numériques. Le dit rapport dénonçait l'espionnage de plus de 60 indépendantistes grâce au logiciel sioniste Pegasus. À cet effet,
Pedro Sánchez a promis mercredi devant le Parlement de rendre des comptes sur le scandale d'espionnage présumé qui menace son gouvernement minoritaire. Mesdames et messieurs, c'est un gouvernement qui démontre par des actes qu'il veut surmonter les crises de 2017 et 2019 et que dans cette affaire, nous allons travailler avec transparence, objectivité, responsabilité et conformément à la loi. La transparence, c'est, par exemple, avoir ouvert un contrôle interne au sein du Centre national de renseignement. L'objectivité, c'est le fait que le ministère de la Défense ait accepté un examen que le médiateur va mener devant le Centre national de renseignement. Le Premier ministre espagnol a notamment assuré que tout ce qu'a fait le CNI a été fait dans un cadre réglementaire. Tout ce qui a été fait par le Centre national de renseignement a été fait scrupuleusement et rigoureusement, dans le respect de la loi. Et nous avons également exprimé notre volonté absolue de coopérer avec la justice, de déclassifier les documents si la justice le demande. Outre les députés européens, le président actuel et d'anciens présidents de la Generalitat et du Parlement, des dirigeants d'Òmnium Cultural et de l'Assemblea Nacional Catalana, des membres du Parlement et du Congrès, des avocats, ainsi que des parents et amis proches ont également été espionnés. L'entité sioniste récidive et multiplie ses agressions envers les Palestiniens dans les territoires occupés. Un Palestinien a été tué et 3 autres blessés par des tirs de l'armée israélienne dans le secteur de Jénine. Nailaït Hamouda. La fureur sioniste continue de s'abattre sur les territoires palestiniens. L'armée sioniste multiplie ses exactions. Une nouvelle agression a été menée ce matin en marge d'une opération dans le nord de la Cisjordanie occupée. Bilan, un martyr et 3 autres personnes blessées par des tirs de l'armée de l'occupant dans le secteur de Jénine, a indiqué l'agence officielle palestinienne Wafa selon des sources hospitalières. Cet assaut a eu lieu lors de l'incursion sioniste au niveau de la ville et du camp de Jénine, provoquant des affrontements entre les forces de l'occupation et les Palestiniens. Un autre jeune Palestinien est tombé en martyr hier, succombant à ses blessures causées par des tirs sionistes en Cisjordanie occupée, a fait savoir le ministère palestinien de la Santé. Le colon intensifie les actes de violence et de répression durant le mois sacré, ayant causé la mort de pas moins de 20 Palestiniens et la blessure d'une centaine d'autres sous les balles des forces de l'ordre sioniste. Ces derniers ont reçu carte blanche pour vaincre la terreur et ont mené des opérations émaillées de heurts meurtriers en Cisjordanie occupée. Pour rappel, dans la vieille ville d'Al-Quds, plus de 250 Palestiniens ont été blessés ces dernières semaines dans des affrontements avec les forces sionistes sur l'esplanade des mosquées, 3e lieu saint de l'islam. Nombreux pays, dont l'Algérie et observateurs, dénoncent la paralysie des instances internationales. Le silence semble prendre la parole. Et l'entité sioniste a également fait des victimes en Syrie. 4 soldats ont été tués et 3 autres blessés suite à une frappe aérienne ayant ciblé la nuit dernière les alentours de Damas. Depuis le début de la crise syrienne en 2011, des centaines de frappes aériennes ont ciblé la région. Direction le Mali à présent, Bamako accuse l'armée française d'espionnage et de subversion. Le gouvernement malien intervient suite à la diffusion par l'état-major français de vidéos tournées par un drone à proximité de la base de Gossi dans le centre du pays. Une base récemment restituée par la France à l'armée malienne. Nariman Zekar. Une énième occasion d'attiser les braises. Le Mali accuse l'armée française d'espionnage et de subversion après la diffusion par l'état-major français de vidéos tournées par un drone à proximité d'une base militaire au centre du Mali. C'est à proximité de la base de Gossi, récemment transférée aux forces armées maliennes, que des images prises par des drones français ont été publiées. Le dit drone était présent pour espionner nos vaillantes forces armées maliennes. Outre l'espionnage, les forces françaises se sont rendues coupables de subversion en publiant de fausses images montées de toutes pièces afin d'accuser les soldats des forces armées maliennes d'être les auteurs des tueries de civils dans le but de ternir leur image. En entreprenant ce qu'elle qualifie d'attaque informationnelle, les forces françaises publient une vidéo de ce qu'elle affirme être des éléments du groupe privé russe Wagner en train d'enterrer des corps près de cette base dans le but final d'accuser la France de crimes de guerre au Mali. Les images montrent des soldats s'affairer autour de cadavres qu'ils recouvrent de sable. Dans une autre séquence, les militaires sur place filment les corps à moitié ensevelis.
L'état-major français assure qu'il s'agissait de soldats blancs, laissant entendre que des membres de la société militaire privée Wagner étaient présents. Suite à la diffusion de ces images, Bamako réplique et annonce la découverte sur place d'un charnier. Néanmoins, l'état de putréfaction avancé des corps indique que ces derniers existaient bien avant la rétrocession, ce qui par conséquent éloignerait toute implication malienne à l'affaire. La justice malienne ouvre une enquête afin d'écarter toutes les ambiguïtés et suspicions concernant le sujet. Plongé depuis 2012 dans une crise sécuritaire profonde, le Mali s'est montré de plus en plus critique à l'égard de la France et sa politique militaire engagée dans le pays depuis 2013. Les relations entre les deux pays ne sont pas au beau fixe et cela s'est traduit par la demande du gouvernement de transition malien février dernier formulée à la France pour un départ immédiat et sans condition des troupes Barkhane de son territoire. Dans l'actualité, Moscou décide d'arrêter l'exportation de gaz vers la Bulgarie et la Pologne dès aujourd'hui pour cause de non-paiement en roubles, une situation qui oblige ces deux pays de l'Union européenne à trouver des alternatives. Mohamed Wali Ben Chaban. La Russie passe à l'action. Dès aujourd'hui, la Pologne et la Bulgarie ne peuvent plus s'approvisionner en gaz russe, faute de non-paiement des livraisons du mois d'avril en roubles. Face à cette situation, l'Union européenne réagit. La Pologne et la Bulgarie reçoivent désormais du gaz de leurs voisins de l'Union européenne. Cela montre avant tout la solidarité entre nous, mais aussi l'efficacité des investissements passés, par exemple dans les interconnecteurs et d'autres infrastructures gazières. Les mesures économiques prises jusqu'à présent par les dirigeants occidentaux ne sont visiblement pas parvenues à arrêter les Russes. Poutine compte bien également user de l'arme économique pour faire pression sur les pays inamicaux. Si la Bulgarie se contentait de dénoncer cette mesure de paiement, la Pologne a quant à elle toujours refusé de se plier à ces menaces qui a pour but principal de soutenir la monnaie russe. Le Kremlin augmente la pression sur les pays européens qui ne sont pas encore mis d'accord sur les sanctions à mener sur le gaz russe. La part du gaz russe dans les importations hors Union européenne représente en effet entre 75 et 100% pour la Bulgarie, contre 50 à 75% pour la Pologne. Et nous avons en direct avec nous via Skype Monsieur Reda Younes Bouaïsida, expert en économie. Monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Alors le géant pétrolier Gazprom a donc décidé d'arrêter d'approvisionner la Bulgarie et la Pologne en gaz, vous le savez. Et quels sont les risques de cette manœuvre ? Alors, c'est vrai qu'il existe des risques, mais juste pour donner une idée aux téléspectateurs, donc la Russie a pris la décision de se faire payer ses exportations de gaz en roubles pour trois raisons principales. La première, c'est politique. Et la politique, ça veut dire que la Russie, elle tente de diviser l'Union européenne dépendant de son gaz. La deuxième, à mon avis, elle est financière. Pourquoi ? Parce qu'il y a des sanctions économiques et financières qui lui ont été infligées et des réserves en devises, notamment en dollars, qui ont été bloquées. Donc, elle essaye de faire face en mettant cette mesure. Et la troisième qui est économique, ça veut dire que la Russie tente de soutenir sa devise locale et limiter ainsi sa chute. Il faut rappeler que quand même la devise en rouble, la devise russe en rouble a perdu depuis l'intervention de la Russie en Ukraine près de 10% de sa valeur. Donc, à mon avis, les conséquences à court terme ne sont pas majeures. Pourquoi ? Parce que déjà, comme vous l'avez souligné dans votre reportage, la Pologne et la Bulgarie sont désormais approvisionnés en gaz par leurs voisins européens du fait, comme il l'a bien souligné votre reportage, de l'interconnexion des gazoducs que approvisionne l'Union européenne. Mais je pense que la Russie, elle a pris les pays européens à leur propre piège. Pourquoi ? Parce que la Russie rappelle justement à ces pays, c'est-à-dire les pays de l'Union européenne, qui sont vulnérables énergétiquement, et que l'arrêt des livraisons russes en gaz vont provoquer automatiquement une récession, voire une crise économique au sein de ces pays
jamais vu. Et pour terminer, il faut quand même souligner que la Russie, en prenant ou en adoptant cette décision, elle va supprimer de certains revenus importants qui vont affecter son économie nationale. Merci Monsieur Reda Younes Bouaïssida, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes expert en économie. L'actualité, c'est également le président russe Vladimir Poutine qui met en garde contre toute intervention extérieure dans le conflit en Ukraine. Vladimir Poutine qui promet qu'elle rencontrerait une riposte rapide. Je vous propose de l'écouter. Si quelqu'un a l'intention de s'ingérer de l'extérieur dans ce qui se passe et de créer des menaces de nature stratégique inacceptables pour la Russie, ils doivent savoir que notre riposte sera rapide et foudroyante. Nous avons tous les outils pour cela, dont personne d'autre ne peut se vanter actuellement. Nous n'allons pas nous vanter, nous allons les utiliser s'il le faut, et je souhaite que tout... En France, Emmanuel Macron a été proclamé officiellement président de la République pour un second mandat. Le Conseil constitutionnel a donné en détail les chiffres à l'issue du deuxième tour qui a opposé le président sortant à Marine Le Pen. Macron aura recueilli 58,55% des suffrages. Le nombre des suffrages valablement exprimés est de 32 57 325. M. Emmanuel Macron a obtenu 18 768 639 voix, soit 58,55% des suffrages exprimés. Mme Marine Le Pen a obtenu 13 288 686 voix, soit 41,45% des suffrages exprimés. M. Emmanuel Macron ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés, le Conseil constitutionnel, en ce 27 avril 2022, proclame M. Emmanuel Macron élu président de la République. Sport football, l'événement de la soirée, c'est la deuxième demi-finale allée de la Ligue des champions d'Europe. Villarreal, petit poussé du dernier carré, se déplace chez un favori pour le sacre final, Liverpool et ses 6 couronnes continentales. Un choc entre deux clubs bien différents. Même si Villarreal sort d'un sacre en Ligue Europa, le sous-marin jaune ne fait pas le poids face aux titres internationaux raflés par les Reds. Liverpool, 6 fois vainqueur de cette Ligue des champions, ne sous-estimera pas son adversaire. Nous affrontons le grand favori de cette compétition face à un adversaire très fort, mais nous voulons être nous-mêmes et nous voulons être protagonistes sur le terrain. Nous sommes ici parce que nous sommes et nous voulons continuer à être. Ce n'est pas un moment qui se termine et ça serait bon. Nous voulons continuer à être protagonistes, avoir nos occasions et nous affrontons Liverpool qui est favori. Normalement, ils peuvent être supérieurs à nous, mais nous avons aussi nos individualités et notre collectif pour pouvoir rivaliser. Nous avons besoin d'un grand match. Nous devons être au sommet de notre art. Je dois être au sommet de mon art. Avant le match et pendant le match, les garçons aussi. Il y a des moments où nous allons souffrir, c'est certain, je le sais déjà. Et c'est à cela que nous devons nous préparer. Il n'y a pas lieu d'être nerveux ou autre. Mais nous pouvons les faire souffrir aussi. Et c'est ce que nous devons faire tous ensemble. Cet avantage, d'abord à domicile, nous devons l'utiliser. Je ne sais pas quel résultat nous obtiendrons. Quel que soit le résultat, nous ferons avec. Et nous nous battrons à Villarreal. Parce que cela signifie tout pour nous d'atteindre la finale de la Ligue des Champions. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo avec Amel Ameziane Zitouni. Très bonne suite des programmes sur Al24 News.